Notre deuxième table ronde s'intitule « Bousculer, innover ». Et pour la présenter en un mot, j'avais envie de dire que nous avons intitulé nos assises « La culture, une arme contre le sexisme » et on voit une violoniste, probablement issue du conservatoire, avec un archet qui ressemble un petit peu à une épée, voire une baïonnette. Ou un sabre. Donc, on a vu dans la première table ronde que le monde de la culture, malgré tout, fourbissait certaines armes contre les femmes. Et pour filer la métaphore guerrière, je ne peux m'empêcher de citer les propos du directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le compositeur Bruno Mantovani, réagissant contre l'idée d'une discrimination positive dans la classe de direction d'orchestre. Donc, vous admirez la transition subtile avec la dernière question. C'était en fait la question de quotas possibles dans la classe de direction d'orchestre. Et donc Bruno Mantovani a répondu sur France Musique « Je ne peux pas mettre une baïonnette derrière chaque étudiante du conservatoire qui aurait des capacités de direction pour la forcer à faire ce métier-là. » Alors, après avoir dit cela, et le reste que je vous passe, je m'étonne qu'il n'ait pas encore démissionné et utilisé son temps libre pour faire de la formation continue aux assises de l'IEC. Quoi qu'il en soit, les femmes interrogées dans la première table ronde s'imposaient avaient surmonté ces obstacles. La preuve, elles étaient là, et bien là, pour nous en parler. La deuxième table ronde, bousculer, innover, va s'intéresser à ces stratégies pour s'emparer d'une place dans le monde de la culture et d'en faire un lieu où lutter et d'où lutter contre le sexisme. Alors, les quatre personnes que nous allons entendre aujourd'hui vont être dans l'ordre alphabétique, on va dire. On va les présenter. Ah oui, j'avais dit que j'allais me présenter aussi. Oui, je suis Raphaël Legrand, je suis musicologue et professeur de musicologie, donc à l'université Paris-Sorbonne. Et comme il y a toutes sortes d'universités qui utilisent le mot Sorbonne, moi j'ai un peu tendance à appeler mon université Paris 4 la vieille Sorbonne, puisqu'il y a une Sorbonne nouvelle. Donc nous allons entendre Claire Baudin, directrice artistique du festival Présence féminine. Claire Baudin est titulaire de 2 premiers prix, clavecin et basse continue, du fameux Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ainsi que du certificat d'aptitude à l'enseignement du clavecin. Et c'est d'abord en tant que claveciniste que Claire Baudin s'est engagée dans la voie musicale. Tu enseignes actuellement au Conservatoire à rayonnement régional de Toulon, Provence-Méditerranée, et tu te produis comme continuiste ou soliste, notamment au sein de la compagnie Les Bijoux Indiscrets, que tu as créée en 2006 et dont tu assumes la direction artistique et musicale. C'est avec ta compagnie que tu donnes une adaptation de Psyché de Lully à l'Opéra de Toulon, l'Opéra national de Montpellier et l'Opéra de Reims en 2009 et 2010. En 2011, Claire Baudin a créé le festival Présence féminine, ayant pour objectif la mise en valeur des femmes au travers de l'histoire de la musique. C'est à ce travail que tu entends, Claire, aujourd'hui consacrer une grande partie de ton temps. Claire, tu es aussi autrice en coécriture avec la comédienne Anna Vérinck de plusieurs textes consacrés à des compositrices, notamment la pièce « Petite Mademoiselle Jacquet » sur la vie d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, et un scénario sur Mel Bonis qui sera mis en scène en mars 2014 dans le cadre de la 4e édition du festival Présence féminine. Je passe à la suivante. Après Claire Baudin, Mai Bouada, donc directement à ma gauche, qui a aussi été formée au Conservatoire national supérieur, mais d'art dramatique, et en cinéma à l'ENS Louis Lumière. Alors, elle fait énormément de choses. Elle est écrivaine et dramaturge. Elle a récemment signé Une Assemblée des femmes, une adaptation d'Aristophane en 2013. MES par Mylène Bonnet au Théâtre de la Tempête et Au jour le jour, Renoir 39, mise en scène par Benoît Giraud, au CDN d'Orléans, CDN de Montreuil, Lolo en 2011, Outsider qui est un livret d'opéra, etc., etc. Il y en avait très long. J'ai malheureusement été obligée de couper. Elle est actuellement écrivaine en compagnonnage avec le Théâtre du Pilier de Belfort. Elle est metteuse en scène. Elle a fait notamment Joystick en 2010,
à la fois l'écriture et la mise en scène. Elle écrit, elle a réalisé plusieurs courts-métrages pour le cinéma, elle est comédienne et surtout, elle est membre fondatrice et actuelle présidente de l'association HF Île-de-France, qu'on a déjà beaucoup évoquée et dont elle va nous parler. Et puis je continue sur l'ordre alphabétique, donc encore un petit peu plus à gauche. Nous avons Hélène Fleckinger, qui est historienne du cinéma et de la vidéo, maîtresse de conférences à l'Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, autrice d'une thèse sur les rapports entre cinéma, vidéo et féminisme, qui va bientôt paraître aux presses universitaires de Rennes. Aujourd'hui, elle est porteuse du programme de recherche cinéma. Donc, elle n'est pas venue seule. Voilà, c'est très difficile de le cacher. Donc, elle est porteuse du programme de recherche cinéma, vidéo, art et politique en France depuis 1968, dispositif archives numériques, et secrétaire d'édition de 1895, revue d'histoire du cinéma. Hélène Fleckinger est par ailleurs responsable de l'association Carole Roussopoulos, plateforme de recherche sur le cinéma militant, le cinéma des femmes et de la vidéo légère, et membre cofondatrice de Travelling Féministe, projet fédérant des chercheuses et chercheurs et artistes autour des fonds du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et elle est aussi active dans beaucoup de projets et d'activités militantes. Très bien. Alors pour finir, je vais présenter Nelly Kemener, qui est une ancienne allocataire de l'IEC. Donc, vous voyez que les fonds de l'IEC sont bien utilisés, puisque cette allocataire est maintenant maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et membre du laboratoire Communication, Information, Médias, équipe Médias, Culture et Pratiques numériques. Elle est docteure en sciences de l'information et de la communication, Infocom. Elle se penche dans son travail sur les problématiques du genre, de la classe et de la race dans les représentations médiatiques, et elle est l'auteure de l'ouvrage tiré de sa thèse « Le pouvoir de l'humour, politique de représentation dans les médias en France », publié chez Armand Collin, à paraître en 2014. Membre du comité de rédaction de la revue Politique de l'image, elle a publié dans les revues Questions de communication, Recherche en communication, Mots, les langages du politique, Le temps des médias, Sexualities et dans l'ouvrage New Queer Images, Peter Lang, 1911. Elle a coordonné l'organisation du congrès Crossroads in Cultural Studies, 2012, et a enseigné au King's College de Londres. Eh bien, nous allons maintenant soumettre nos invités aux 3 questions. La première questionnée sera Claire. Alors, Claire, quelle forme d'action as-tu privilégiée ? On comprend bien que c'est le festival Présence féminine, comme étant les plus propices à initier des changements, à lutter contre le sexisme et à faire progresser l'égalité. Et en quoi ces formes d'action sont-elles innovantes ? Alors, pour être tout à fait honnête, il me faut dire que quand j'ai commencé à m'intéresser aux compositrices, je n'étais pas du tout dans une démarche aussi consciemment militante qu'aujourd'hui. Tout était en germe, mais je ne me suis pas du tout dit que j'allais créer quelque chose pour lutter contre le sexisme. Je souhaitais avant tout faire découvrir des œuvres musicales peu ou pas connues qui me semblaient présenter un véritable intérêt. C'est en fait mon passage à l'action et mon cheminement qui me font dire qu'aujourd'hui, qu'au-delà de l'intérêt artistique que présente le projet Présence féminine, peut contribuer à modifier positivement le regard que notre société porte sur les femmes. Étant claveciniste, j'ai d'abord créé en 2006 la compagnie Les Bijoux Indiscrets, s'intéressant aux compositrices des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi à la pratique musicale des femmes de cette période. Nous avons par exemple donné des concerts intitulés « Jeunes filles à la viole » ou « Dames touchant le clavecin », qui ont fait l'objet d'une recherche de répertoire écrit par des femmes ou pour des femmes, mais aussi de conseils qui pouvaient leur être donnés dans des traités, des préfaces ou des dédicaces. En 2011, bouleversée et enthousiasmée devant le nombre de compositrices et d'œuvres jamais jouées, j'ai donc créé sur l'agglomération toulonnaise le festival Présence féminine, destiné à programmer des œuvres de compositrices de toute époque. Alors aujourd'hui, Présence féminine devient un concept plus large, incluant le festival,
un concours et des actions tout au long de l'année sous forme de conférences, d'ateliers, les concerts baroques de la compagnie Les Bijoux Indiscrets, mais aussi des interventions scolaires, des émissions radiophoniques, etc. Si les moyens me sont donnés de pouvoir les réaliser, j'aimerais développer d'autres actions et entre autres diffuser les concerts créés lors de chaque édition du festival. Au fur et à mesure que je découvrais, en plus de leurs œuvres, les destins de ces compositrices, les obstacles qu'elles ont dû surmonter, les compétences souvent multiples dont elles étaient riches, je mesurais un peu plus chaque jour l'ampleur de l'injustice qui leur avait été faite et qui, aujourd'hui, perdure. J'ai aussi rapidement compris que je ne pourrais pas me contenter d'être une directrice artistique heureuse de faire des découvertes musicales et qu'il allait bien falloir me positionner face à des questions récurrentes. Alors je vous en cite quelques-unes. Êtes-vous féministe ? Existe-t-il une écriture musicale féminine ? Ou encore, mais pourquoi les femmes ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des hommes qui sont inconnus ? Questions qui, m'étant systématiquement posées, m'ont obligée à me positionner plus précisément. Alors bien sûr, j'étais consciente, je savais qu'il subsistait dans notre pays des inégalités entre hommes et femmes, y compris au sein du domaine culturel. Et de mon point de vue personnel, j'ai souffert de l'inégalité au sein de mon propre couple, 2 musiciens, 3 enfants désirés, 2 ambitions et des projets d'avenir très similaires, et pourtant un différentiel énorme de temps de travail qui m'a presque amenée à tout arrêter. J'avais donc des moments de révolte, des revendications, mais ce qu'il me manquait, c'était le lien entre tout cela et une perspective identitaire. Je ne savais pas exactement ce qu'impliquait le mot féministe. Ce mot provoquait en moi bien des a priori, comme aujourd'hui, je le constate chez beaucoup des personnes avec lesquelles je parle du festival. Plusieurs d'entre elles, par exemple, me mettent en garde de ne pas devenir féministe, de ne pas me laisser récupérer. Et dans leur bouche, cela prend vraiment l'allure d'une menace qui pourrait éventuellement les éloigner de la programmation du festival. Alors, confrontée à ces remarques, obligée de répondre à des questions, de me documenter, de m'interroger aussi sur ce qui résonne en moi dans cette quête des créatrices, je peux donc dire que c'est l'action que je mène et la culture que j'acquiers peu à peu grâce à cette action qui m'ont permis de mieux appréhender ce qu'est le sexisme, y compris dans les petits moments anodins de la vie quotidienne, à être plus vigilante par rapport à cela, à oser mettre des mots sur des ressentis négatifs. J'ai commencé aussi à m'intéresser à ce mot, féministe, que je n'osais pas employer pour moi-même, au risque de me laisser enfermer, étiqueter, du moins c'est ce que je pensais. Un mot que l'on m'a parfois lancé comme une insulte, en tout cas avec l'énergie de l'insulte. Ça m'a permis aussi à commencer à me sentir issue d'une lignée, elle-même inscrite au sein d'une histoire, l'histoire des femmes, au cœur de l'histoire de l'humanité. Faire ressurgir de l'oubli toutes ces créatrices et leurs œuvres que l'on croyait manquantes me semble essentiel pour que les femmes, qui pensent souvent qu'elles n'ont occupé que peu ou pas de place dans l'histoire des arts, puissent connaître celles qui les ont précédées et qui peuvent devenir des modèles, qui sont des pionnières, des héroïnes. Tant d'hommes ont construit leur légitimité sur cette faille que portent en elles les femmes et sur leur incapacité à citer celles qui auraient pu s'imposer, devenir les égales de leurs collègues masculins. Et tant de femmes n'ont aucun argument à opposer quand on leur demande sur un ton condescendant « Mais où sont les Mozart féminins ?» Il me semble que la connaissance de leur histoire devrait permettre aux femmes de se sentir plus fortes, plus légitimes dans leurs actions, car non plus penchées au-dessus du vide, mais redressées face à leur histoire. Présence féminine dans le domaine musical, c'est donner cet objectif. Alors, quant à être innovante, ces actions le sont, en France tout au moins, puisque si des initiatives existent, le plus souvent elles se limitent à des concerts à thème, le 8 mars, ou à la programmation de quelques compositrices parmi beaucoup de compositeurs. Je terminerai en disant qu'en 3 années d'existence, nous avons déjà programmé 44 compositrices, dont certaines dans plusieurs œuvres. Voilà. Bien, nous allons passer à Hélène Fleckinger. Donc, quel exemple donnerais-tu de démarche féministe innovante dans l'audiovisuel ? Alors, j'espère que vous allez m'entendre. Je suis un petit peu loin du micro. Je vais me pencher. J'ai une petite excroissance de 2 mois et demi. Ça va être un peu compliqué, mais je vais y arriver. Oui, ou sinon, voilà. Vous m'entendez là, ça va ? Ok, parfait. Donc, dans le cadre de mes recherches sur les rapports entre cinéma, vidéo et féminisme, j'étais amenée à travailler sur l'appropriation de la vidéo par les femmes. Et dans les années 70, s'opère une rupture, à mon sens, décisive dans le champ des représentations, lorsque les femmes s'emparent de ce nouveau médium et se lancent dans une démarche politique d'auto-représentation.
avec une idée. Ouais, c'est top. Voilà, ça va être. Ah, par contre. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, avec une idée que résume bien une formule de la bande vidéo que beaucoup, je pense, d'entre vous connaissent, Mazo et Miso vont en bateau, qui est une bande de 1976, réalisée notamment par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig. Et la formule que l'on trouve à la fin de cette vidéo est très parlante, à mon avis, à cet égard. Je cite « Aucune image de la télévision ne veut ni ne peut nous refléter. C'est avec la vidéo que nous nous raconterons. » Et ce qui est dit ici de la télévision pourrait aussi l'être du cinéma, à mon sens, comme des autres modes d'expression artistiques et médiatiques. Donc pour les vidéastes féministes, s'emparer de la caméra répond à une exigence de prise de parole et de réappropriation de leur corps par l'image. Créer des images qui leur soient propres et non plus imposées par un modèle masculin devient une nécessité politique et existentielle. Donc jusque dans les années 70, les femmes sont effectivement mises en image essentiellement par des hommes. Il faut se resituer dans ce contexte-là. En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, la place des femmes est avant tout devant la caméra, comme objet de désir du regard masculin, comme chair à caméra, et non pas derrière, finalement. On compte, il faut le savoir aussi, moins de 3% de cinéastes femmes en 1969, à peine 9% 10 ans plus tard, et aujourd'hui on oscille entre 15 et 20% en France. On est le pays qui a le plus de femmes à la réalisation. Donc des pionnières ont bien évidemment existé, on peut citer Alice Guy, Musidora ou encore Germaine Dulac, mais elles sont souvent oubliées, écartées d'une histoire du cinéma qui ne s'écrit qu'au masculin singulier, pour reprendre la formule de Geneviève Cellier à propos de la Nouvelle Vague, une histoire foncièrement phallocratique, qui ne cesse de sous-évaluer, voire de mépriser les œuvres de femmes. Dans les années 70, alors que les techniques argentiques du cinéma restent largement inaccessibles aux femmes, la vidéo va s'imposer comme un outil nouveau, sans histoire, vierge de toute pratique et de tout usage préétabli, et que les hommes ne se sont pas encore accaparés. Il n'existe pas de lieu de formation pour la vidéo, on ne l'enseigne pas dans les écoles de cinéma, dans les écoles d'art à l'époque, dans les universités, etc. Et les femmes vont s'en saisir massivement puisqu'elles représentent environ la moitié des praticiennes vidéo au cours de la décennie. C'est un phénomène qui est international et les femmes se forment toujours sur le tas, donc elles sont autodidactes, souvent entre elles, par le biais de stages non mixtes destinés à partager les connaissances techniques acquises. L'outil vidéo présente par ailleurs de nombreux avantages d'un point de vue féministe. Outre son coût relativement faible par rapport à la pellicule argentique, on peut citer comme autre avantage la possibilité d'effacer et de recommencer, une souplesse d'utilisation et la capacité de diffusion immédiate, à chaud, donc dans les luttes par exemple. Grâce à la vidéo, les féministes vont acquérir la possibilité de concevoir entièrement une production, du tournage jusqu'au montage, en passant par la réalisation. Tout au long de la décennie 70, un peu partout en France, se multiplient les collectifs vidéo féministes qui se créent à l'image du MLF, donc ils sont non mixtes, autonomes et non institutionnalisés, et ils s'attachent à filmer les grandes luttes féministes de la décennie. À travers ces bandes, les militantes vont contribuer très largement à la popularisation du mouvement. Elles vont mettre en valeur des actions ponctuelles, des manifestations, des grèves, des occupations, etc. et traiter de sujets nouveaux que les médias hégémoniques ignorent, et je citerai les questions de sexualité, le lesbianisme, la maternité, l'éducation des enfants, le travail domestique, le self-help, l'image des femmes façonnée par les médias, etc. Donc ces pratiques et usages féministes de ce que j'ai appelé la vidéo des premiers temps me semblent vraiment mériter l'attention. Et Agnès Varda disait en 1974, il faut que le cinéma aille plus vite que les mœurs, que les femmes inventent leur propre futur en modifiant leur propre représentation. Et il me semble que c'est finalement la vidéo dès le début des années 70 qui a amorcé ce mouvement. Alors je vais poser à peu près la même question à Nelly Kemener. Quelles sont les initiatives rencontrées dans vos recherches qui portent là dans le domaine de l'humour, et quelles sont celles qui vous semblent les plus propices à initier des changements, à lutter contre le sexisme et à faire progresser l'égalité, et en quoi sont-elles innovantes ?
Alors, dans le domaine de l'humour, en tout cas, moi, je me suis intéressée plus précisément à l'humour à la télévision. Donc, il y a 2 biais ici. C'est qu'on est sur une scène humoristique qui est majoritairement, ou qui, jusque dans les années 90-2000, est principalement occupée par des figures masculines. On connaît les figures hégémoniques de l'humoriste ou du comique. Les 2 tutélaires, 2 figures tutélaires étant le Luron et Coluche, bien entendu. Donc, on est sur une scène qui est plutôt masculine, qui va voir émerger quelques humoristes femmes à partir des années 80. On connaît Josiane Balasco qui commence sa carrière au sein du Splendide et qui ensuite va s'imposer à la fois comme scénariste, comme réalisatrice et comme actrice, bien entendu. On connaît aussi des gens comme Sylvie Joly, par exemple, qui, dès les années 80, vont saisir en fait les espaces scéniques qui se développent dans le monde du café-théâtre pour développer des one-woman shows. Elle fait partie des premières, bien entendu. Mais à la télévision, il y a un deuxième biais, bien entendu, c'est que la télévision est aussi, là aussi, principalement occupée par des hommes blancs hétérosexuels. Alors, il y a des statistiques qui l'ont montré. Les études qu'a fait notamment Éric Masset pour le CSA en 2008 montrent par exemple que dans le divertissement en France, seulement 34% de femmes apparaissent. On peut montrer que si on s'intéresse plus précisément à ce qui constitue les apparitions d'humoristes à la télévision, des statistiques là pour le coup que j'ai fait sur les archives télévisuelles de l'Inatech, on peut montrer que entre 97 et 2007, sur l'ensemble des apparitions d'humoristes, seuls 15% sont tenus par des humoristes femmes. Bien entendu, dans ces 15%, il y a des figures qui, par contre, vont quand même petit à petit décloisonner et s'imposer comme des figures assez majeures, avec des parcours et des carrières souvent plus compliqués. L'un des exemples importants, qui est important aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une humoriste qui a une carrière, qui connaît un renouveau dont on pourra parler tout à l'heure, renouveau avec certaines ambivalences quant à son discours. Mais l'une des figures, c'est notamment Anne Roumanoff, par exemple, qui dans les années 90... fin des années 80, début des années 90, va proposer, à l'instar d'humoristes comme Michel Bernier, par exemple, la mise en scène d'une subjectivité féminine. Là, vraiment, on est dans une logique à la fois de la mise en récit d'un jeu, le moi femme qui se raconte à travers les questions de maternité, les questions de couple, à travers aussi une figure ou la mise en scène d'une femme de classe moyenne, ce qui est un aspect intéressant, important, qu'on retrouve chez Bernier et chez Roumanoff notamment. Mais aussi, on est à ce moment-là dans des figures qui se construisent toujours dans une opposition à la masculinité. C'est-à-dire que le binarisme homme-femme, ou cette idée d'une féminité dans une opposition au masculin, dans une opposition aux hommes, est structurant, enfin organise, si vous voulez, ce monde humoristique-là, ou cet humour féminin de l'époque. À partir des années 2000, et sur la scène télévisuelle en particulier, dans des émissions qui m'ont particulièrement intéressée, à savoir les émissions de talk-show, se développent des vignettes d'humour ponctuelles et quotidiennes ou hebdomadaires, dans lesquelles on va voir apparaître d'autres humoristes, une autre génération en réalité. Je pense bien entendu à Florence Foresti, qui depuis s'est imposée, depuis une dizaine d'années. Elle s'est imposée par le biais télévisuel. Je pense à des gens aussi comme Julie Ferrier, qui est devenue maintenant comédienne et humoriste. Et en fait, elles vont un peu déplacer à nouveau cette représentation de la féminité, non plus en situant l'action autour d'une diversification des modèles de femmes, mais en déconstruisant par le biais de l'humour les modes de catégorisation masculin-féminin. Donc ici, ce qui est au cœur finalement de leur humour et de leur mise en scène, c'est de proposer des personnages parodiques qui montrent des figures stéréotypiques telles que la blonde, mais qui les montrent comme des mascarades, qui les montrent comme des construits sociaux, des constructions sociales, mais aussi qui vont jouer avec des frontières qui jusque-là n'étaient pas explorées par l'humour, et notamment la frontière avec la masculinité.
Donc on voit se développer un humour qui va mettre en scène soit par des figures parfaitement incarnées, soit par des figures totalement parodiques, des féminités masculines en réalité. Et je rebondis sur la table ronde de tout à l'heure. Il y a presque des exemples de travestissement de femmes en hommes dans cet humour-là. Dans cet humour des années 2005-2010, il y a un sketch de Julie Ferrier où elle fait Dominique Tout, qui est un personnage d'homme à moustache, qui se dévêtit d'ailleurs sur scène, qui redevient femme à la fin, ou qui se dévêtit complètement. Un sketch très ambivalent, mais qui pour le coup est un des rares exemples, mais un exemple passé sur Canal+, à 1 heure de grande écoute, de travestissement de femmes en hommes. Merci. Donc, Mai Bouada, donc à peu près la même question. Quelles formes d'action avez-vous privilégiées en tant que collectif AHF comme étant les plus propices à initier des changements, à lutter contre le sexisme et à faire progresser l'égalité, et en quoi ces formes sont innovantes? Alors les collectifs HF, déjà, peut-être il faut leur donner leur cadre. Je suis, moi, présidente d'une association en Île-de-France. Je suis présidente de HF Île-de-France. HF Île-de-France est née, c'est la petite sœur de HF Rhône-Alpes. Et depuis, il y a maintenant 15 collectifs et associations sur tout le territoire français qui se sont constitués autour, justement, du rapport à la région. Alors on se dirait, tiens, pourquoi? Il se trouve qu'en fait, le cadre de HF, après je pourrais revenir sur comment ça s'est construit, s'est appuyé sur le fait qu'on était plutôt originaire du spectacle vivant, lequel était un secteur subventionné, et subventionné dans sa grande partie par les collectivités territoriales. Et qu'à l'époque, quand on a commencé à lever les questions sur les questions d'inégalité femmes-hommes, la profession était absolument pas mûre pour s'occuper de ces questions-là, se braquait, était très très en colère. Les polémiques continuent, mais enfin à l'époque c'était mépris sur mépris, haussement d'épaule, ricanement absolument. Et on a eu l'instinct de se tourner vers les collectivités, vers les bailleurs de fonds, tout simplement. C'est-à-dire, et vers la démocratie. On s'est dit que c'était une question de démocratie si, dans un pays comme le nôtre, où les questions d'égalité femmes-hommes étaient dans la Constitution, où la loi était avec nous, si on constatait qu'un tiers des subventions étaient données de moins aux femmes qu'aux hommes, c'était du vol. Et que donc il fallait absolument d'abord sensibiliser les institutions, les bailleurs de fonds, et dire, écoutez, vous avez cette responsabilité-là et travaillons ensemble. C'est ce qui a d'abord été fait en Rhône-Alpes de manière très forte. Enfin, elles ont trouvé en Rhône-Alpes un grand appui de la mairie, de la DRAC, très rapidement, de la région. Il faut savoir que quand même Najat Vallaud-Belkacem vient de ces régions-là, et on s'est dit tiens, est-ce que en région Île-de-France on pourrait travailler de la même manière? Et effectivement, finalement, la première à nous subventionner a été la région Île-de-France pour une étude chiffrée sur la place des femmes et dans le théâtre en Île-de-France. Ça a été très malin parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a trouvé un appui directement au cœur, je dirais. C'est-à-dire que les collectivités représentaient aussi les usagers de la culture, des gens sensibles, des gens qui allaient au théâtre, au cinéma, qui allaient dans les musées, et qui étaient fondamentalement humanistes. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se hérissait de leur part, de constater qu'ils faisaient des dons d'argent qui n'allaient pas du tout, qui n'étaient pas dans les cadres de l'égalité. Sachant cela, petit à petit, HF a fait son nid. Et puis petit à petit, effectivement, en agissant auprès de différentes structures partenaires, auprès de différentes collectivités. Nous avons eu, par exemple, nous avons été conviés par la sénatrice Madame Brigitte Gontier-Morin à venir à être auditionnée au Sénat. Nous avons pu rencontrer des gens aux différentes élections. Enfin, tout ce travail a fabriqué que c'est revenu vers la profession, laquelle s'est sentie ringarde. Alors ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que ce que je trouve très important, c'est que effectivement, HF a été aussi construite par des gens d'une génération de quarantenaires à peu près, et plus et moins. Comment dire, il y a aussi des cinquantenaires, des quarantenaires. Mais n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que, voilà, moi, je suis née en 72, c'est-à-dire que j'ai vécu l'école mixte.
J'ai été formée comme mes camarades garçons, aux mêmes écoles, aux mêmes diplômes, à la même possibilité d'existence en tant qu'artiste. Enfin bon, voilà, j'ai fait des études, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la conscience de l'inégalité n'est apparue que 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on avait cru, on était dans l'illusion que la génération de nos mères et de nos pères nous avait élevés dans des notions d'égalité. On n'était absolument pas consciente, puisque même au sein de nos la plupart du temps, même dans nos milieux artistiques qui sont plutôt des milieux bourgeois, il faut bien le dire, les rapports entre femmes et hommes sont à peu près égalitaires même au quotidien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de relations trop conflictuelles, les garçons gardaient les enfants quand on partait travailler, enfin quand même, j'ai beaucoup de témoignages comme ça au niveau des artistes que je côtoie. La question s'est passée au niveau de la prise de pouvoir, on va dire, du secteur professionnel et de la mise et de la visibilité ou de l'invisibilité de nos travaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que les formes d'action après de HF se sont construites sur ces réflexions-là. C'est-à-dire de dire, partons de nos réalités. C'est-à-dire, nos réalités, c'est que nous existons, nous sommes légion, nous ne sommes pas visibles. Où est-ce que nous ne sommes pas visibles ? Nous ne sommes pas visibles au sommet. C'est-à-dire que quand on se pose la question des 20%, 5% de femmes, 0% de chefs d'orchestre, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent, elles ne sont pas au sommet. Quand l'Odéon ne programme pas de femmes, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il ne les programme pas. Quand en 60 ans de Festival d'Avignon, il n'y a qu'une seule femme mise en scène dans la cour d'honneur du festival, personne ne le sait, personne ne le voit. Mais ça n'empêche qu'on sait très bien que depuis 60 ans, il y a eu plus d'une femme metteuse en scène de théâtre. Donc, partir du principe, d'une part, que nous existions, d'autre part, que nous étions dans un secteur subventionné. Ça, c'était très, très important. Ce qui ne veut pas dire que nous ne posions pas des questions sur qu'est-ce que l'institution, est-ce que l'institution est sclérosée, est-ce qu'il y a d'autres façons de travailler. Et je trouve que, effectivement, ce sont des questions absolument posées. Et l'autre action, je dirais, ce serait de se dire nous ne sommes pas les premières à avoir posé la question. Ça, je trouve que ça, pour moi, ça a été une question très, très importante. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'un éternel recommencement dans la lutte féministe. Et je dois dire qu'effectivement, je rejoins absolument la nécessité de la construction d'un héritage dans le domaine de la culture et de l'art, de la nécessaire entrée au panthéon de femmes artistes, de la nécessaire entrée dans les manuels scolaires, dans les programmes, dans les parcours de travail dans les conservatoires. C'est-à-dire qu'il y a la mise en égalité au temps présent et la mise en égalité des symboles et de la structuration mentale de nos efforts. Voilà. Parfait. Merci. Alors, on enchaîne avec Hélène. Dans la continuité, donc, quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre ? Alors, dans le domaine de la vidéo féministe, en l'occurrence, plusieurs choix stratégiques méritent, à mon avis, d'être soulignés, mais je vais m'en tenir aux deux principaux, à ceux que j'estime en tout cas les deux principaux, à savoir l'autonomie et l'humour. En s'emparant de la vidéo, c'est en effet d'abord une pratique audiovisuelle autonome que les féministes entendent développer. Autonome techniquement, d'abord, à l'égard des hommes. Elles inaugurent une pratique non mixte, sans craindre une quelconque censure masculine, mais autonome aussi politiquement, à l'égard des organisations syndicales et politiques, qui considèrent, quand ils la considèrent, la lutte des femmes comme secondaire par rapport à la lutte principale que serait la lutte des classes. Et enfin, autonome économiquement, en termes de production et de diffusion, puisqu'elle rejette toute dépendance à l'égard de l'État qu'impliqueraient des subventions ou des aides comme celle du CNC et à l'égard des télévisions. Donc les vidéastes féministes, dans les années 70, s'affranchissent de toute pratique normée et développent des esthétiques libres et inventives dont l'humour, par ailleurs, constitue à mon sens une dimension centrale. Je reprends l'exemple donc, de Mazo et Miso vont en bateau, puisque je pense que donc, pas mal d'entre vous en fait, connaissent ce film, puisqu'on ne montre pas d'image. C'est un exemple emblématique à mon sens. Il s'agit d'un détournement et d'un démontage sans concession d'une émission de Bernard Pivot avec Françoise Giroud, qui était alors secrétaire d'État à la condition féminine.
Et cette émission de 1975 était intitulée « Encore un jour et l'année de la femme ». Ouf, c'est fini. Le principe était de faire défiler des personnalités publiques qualifiées de fiefé-miso, des hommes de télévision, du gouvernement, de la couture, du sport, etc., et de demander sa réaction à Françoise Giroud. 4 femmes, dont j'en citais 2 tout à l'heure, donc Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Nadia Ringard et Johanna Wider, qui se qualifient d'insoumises, elles créent un collectif vidéo qui s'appelle Les Insoumises, décident de répondre à celles et ceux qui prétendent parler à leur place, et l'humour va s'imposer alors comme une arme stratégique radicale, on ne peut plus efficace. Elle se lance dans une entreprise de désarticulation des discours sexistes, reposant sur le parasitage de l'image et du son, grâce à des cartons, des retours en arrière, des ralentis, des répétitions, des commentaires, l'insertion de bandes vidéo militantes, etc. Et elle recourt aussi à des questionnaires humoristiques très percutants pour contrer et désarmer les discours humiliants et insupportables. Un questionnaire interroge ainsi, je vais vous donner un exemple, alors que la secrétaire d'État vient de rire quasiment aux éclats aux propos ultra-sexistes d'un navigateur solitaire. On voit donc dérouler le questionnaire suivant. Françoise Giroud a trouvé ça drôle, pardon. À votre avis, est-elle séductrice, servile, mondaine, battue, maso, miso, probablement les deux, ça c'est moi qui commente, secrétaire, à la condition féminine, à la condition masculine, tout à la fois, rien du tout, point d'interrogation. Donc cette stratégie est étroitement liée à la conjoncture des années 70 et aux modalités d'action du MLF, dont on connaît l'humour décapant, des slogans, j'en citerai qu'un, « Je suis une femme, pourquoi pas vous ?» qui est un magnifique détournement, parce que c'est beaucoup pratiqué le détournement à l'époque, d'une campagne d'adhésion du PCF en 1975. Et on constate que cette stratégie de l'humour, cette stratégie politique de l'humour, en fait, va s'amenuiser, voire disparaître dans les années 80. Il faut être plus mesuré, mais il y a le débat après. Le mouvement féministe évolue et certaines de ses composantes vont tendre à s'institutionnaliser dans le contexte de la création en 81 du ministère des Droits de la Femme dirigé par Yvette Roudy. Et on constate, par exemple, que les productions du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, pourtant créées en 82 par les réalisatrices de Maso et Miso vont en bateau, vont être de facture, pour cette période-là, j'entends, plus classiques, sur des thèmes toujours très féministes, mais moins radicaux et plus ciblés, tels que l'égalité professionnelle, des professions méconnues ou le sexisme dans l'éducation. Donc Carole Roussopoulos, notamment, s'en est beaucoup expliqué, sur cette évolution, effectivement, très liée à la conjoncture et au devenir du mouvement féministe lui-même. On peut, à mon sens, toutefois, déceler aujourd'hui, par exemple, des filiations du côté de groupes féministes, mais là encore c'est à débattre, actuels comme La Barbe, créée en 2008, pardon. Son mode d'action ironique, dont l'impact dans les médias est indéniable, consiste, et je les cite, à envahir les lieux traditionnellement dominés par les hommes en portant des barbes et à rendre ainsi visible la domination des hommes dans les hautes sphères du pouvoir, dans tous les secteurs de la vie professionnelle, politique, culturelle et sociale. Je dirais donc, pour conclure la réponse à cette question, que le recours stratégique à l'humour et à l'ironie mordante me semble extrêmement utile pour désarmer l'ennemi patriarcal, hétéropatriarcal. Et comme l'induit la tradition matérialiste, le rire démystificateur devient résistance. Et j'ajouterais une menace, peut-être même la plus redoutable pour l'autorité qu'il marque d'impuissance. Et les féministes rejoignent en cela Aristote, qui recommandait dans la rhétorique, n'est-ce pas, de détruire le sérieux des adversaires par le rire. Et à mon avis, c'est un bon conseil à suivre, et encore aujourd'hui, surtout peut-être aujourd'hui. Merci. Donc je redonne la parole à Mebouada. Même question, quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre ? La stratégie, donc j'ai d'une certaine manière un peu répondu dans ma première réponse. C'est-à-dire effectivement, HF a plusieurs formes d'action. On organise de sensibiliser les tutelles. J'ai été voir donc... on organise des débats, des rendez-vous, on participe à des tables rondes, à des workshops, et on fait connaître la situation dans la culture qui était méconnue jusqu'il y a peu. Ça, c'est très important. On demande des relais, on cherche des relais de telle manière à ce que les chiffres soient produits. Par opposition
au doute sur le talent dont parlait Eva tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté, c'est de dire s'il n'y en a pas, c'est qu'elles n'ont pas de talent. Les chiffres sont une arme énorme. Donc, les chiffres de 2006 et de 2009, qui avaient été donnés par les rapports Rennes-Pratt, sont maintenant réactualisés par un observatoire de l'égalité qui a été mis en place par le ministère de la Culture et qui va être réactualisé chaque année. À partir de là, on pourra vraiment parler. Ça, c'était absolument nécessaire. C'est que nous manquions de chiffres. Nous avions les chiffres dans le spectacle vivant. Très prochainement vont sortir les chiffres pour le cinéma et l'audiovisuel, qui n'existent pas encore. On ne sait pas de quoi on parle à l'heure actuelle. On a des chiffres et on peut effectivement, madame, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plus de metteuses en scène en France que femmes que d'hommes. Non, il y a à l'heure actuelle, sur la saison 2013-2014, 25% de femmes metteuses en scène. C'est-à-dire, on disait 181 metteuses en scène sur 730 dans un certain nombre d'institutions qui sont présentées sur nos scènes. Ça, c'est très important de travailler sur les chiffres. Et après, on a mis en place un outil qui s'appelle la saison égalité, dont on a entendu parler pas mal ces derniers temps. La saison égalité, c'est un outil qui a été mis en place par l'association en Rhône-Alpes depuis 3 ans, qui collabore avec des structures culturelles pour fabriquer un réseau en fait, de diffusion des œuvres des femmes. Donc, le partenariat se fait avec des structures culturelles qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont sur des niveaux différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pour nous par exemple en Ile-de-France, on a 25 théâtres partenaires qui vont d'un théâtre de ville ou d'un collectif, par exemple le collectif 12 à Mantes-la-Jolie, jusqu'au Théâtre National de la Colline. Quand ils se rassemblent, une fois tous les 2 mois, c'est très très rare que des structures qui soient de niveaux pyramidaux comme ça différents puissent se rencontrer et discuter. À partir de là, sur 3 ans, en leur sein, ils vont discuter et réfléchir à la question de la visibilité et la programmation, sur la gouvernance, c'est-à-dire qui est-ce qu'ils embauchent dans leur théâtre, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ont des techniciennes ou des techniciens, est-ce qu'aux relations publiques, il y a plutôt des femmes ou des hommes. Enfin voilà, ils vont travailler aussi en leur sein, à la communication, donc travailler aussi avec les publics. Ce sont des points absolument très importants. Et bien sûr, à l'argent, parce qu'il y a un vrai problème en art, c'est qu'on croit toujours que l'art, c'est de l'eau fraîche et beaucoup d'enthousiasme, mais en fait, l'argent est très important. Je pense que, justement, dans la stratégie, il faut absolument parler tout le temps d'argent. Nous parlons d'argent. Et nous en parlons d'autant plus que pour nous, il est sans doute en rapport avec des stéréotypes. C'est-à-dire qu'il y a justement dans tous les stéréotypes, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, qui revient tout le temps dans nos travaux sur HF. Il y a une chose qui est très importante, effectivement, c'est que sans doute que les réseaux ainsi que l'argent ne font pas partie de ce qui est bon de mettre en valeur en République. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans une république de la méritocratie, une république très démocrate, justement, et je pense que les femmes ont énormément intégré ça. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas tellement les réseaux. Il y a un truc qui les gêne. Ce sont des bons petits soldats. Ce sont des combattantes un peu bons petits soldats, et qu'effectivement, si tout à coup il fallait mettre en réseau, se coopter, tout ça, il y a quelque chose qui résiste. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement, dans cet outil de saison égalité, c'est de dire... si les lieux sont des lieux qui peuvent vous accueillir, différents niveaux, hein, il n'y a pas que des artistes dans HF, il y aura quelque chose qui va faire de l'air, qui va faire de l'espace pour les créatrices et pour les femmes qui, la plupart du temps, sont quand même en souffrance. Voilà. Ça, ce que je veux dire aussi, c'est que HF, c'est un endroit de réflexion, de formation, de rencontre, qui a permis effectivement de sortir d'une souffrance personnelle beaucoup de femmes, mais qu'il ne faut pas nier cette souffrance-là. Elle est très importante et elle est urgente, je dirais. C'est-à-dire que si on laisse le temps aux choses de se faire, je pense que le ministère de la Culture est pour cela assez actif en ce moment. C'est-à-dire que je crois que le ministère de la Culture a compris qu'il y avait urgence. Et le ministère du Droit des Femmes, bien sûr, aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre que ça aille mieux dans 20 ans. Donc oui, les quotas, oui, la parité, pourquoi pas. Parce qu'en fait, à l'échelle d'une vie d'artiste, il y a des catastrophes qui se passent en réalité, et que ces catastrophes sont autant personnelles que finalement collectives, je dirais, pour la société. Voilà. Merci. Alors, Nelly, même question. Alors, dans le cas des humoristes, quelles sont les stratégies qu'elles ont pu mettre en œuvre ?
Alors, il est en réalité assez difficile pour moi de parler de stratégie sans nécessairement être allé voir les humoristes elles-mêmes et en ayant plutôt analysé, on va dire, un corpus de documents audiovisuels et télévisuels. Néanmoins, je pense qu'on peut déplacer peut-être un petit peu la question sur quelles ont été finalement les manières pour ces humoristes de se maintenir ou de proposer ou d'émerger et de proposer des expressions nouvelles de leur subjectivité en réalité. Alors pour moi, il y a deux manières de répondre à cette question. D'une part, il y a des conditions généralement qui permettent ou qui permettent d'expliquer en partie et qui accompagnent l'émergence de ces humoristes femmes dans un espace public, ici principalement télévisuel, mais on peut parler aussi bien sûr de l'espace du café-théâtre. Les conditions, elles sont multiples. On peut donner deux exemples. Par exemple, Josiane Balasco, que je citais tout à l'heure, a émergé au sein d'une troupe, le Splendide. Et en réalité, cette troupe, par le fait qu'elle propose une diversité finalement de thématiques, a été aussi sans doute le moyen pour Josiane Balasco d'amener les questions de genre et d'amener on va dire, une mise en perspective ou une mise à distance des normes de beauté féminine telles qu'elle a pu le faire dans ses premières pièces de théâtre notamment. Donc au sein, si vous voulez, d'une nébuleuse de thématiques qui par ailleurs était brassée par la troupe du Splendide et au sein d'une troupe mixte qui proposait déjà différentes versions de la féminité et différentes versions de la masculinité. Sur les périodes plus récentes et télévisuelles, ce qui est intéressant, c'est que les humoristes femmes qui s'imposent par le biais télévisuel bénéficient de conditions ou d'un renouvellement, on va dire, des émissions justement de débat ou de talk-show, de divertissement. Et ce renouvellement passe notamment par le renouvellement des figures d'animateurs. Jusque dans les années 2004-2005, la plupart des animateurs étaient des figures tout à fait tutélaires et très paternantes, ou renvoyant vraiment à l'image de ce pater, proposant un dispositif télévisuel, on va dire, régulé par une figure patriarcale. Alors on pense à des gens comme Philippe Gildas ou Michel Drucker, qui, pour le coup, instaurent, on va dire, une réelle atmosphère familiale, patriarcale sur le plateau de télévision. À partir des années 2005, ces animateurs, alors Michel Drucker est toujours là, mais Philippe Gildas, pour le coup, laisse place à des jeunes animateurs. Et on voit émerger des gens comme Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Bern, qui non seulement, qui proposent des masculinités qui sont moins patriarcales, alors qui par ailleurs sont très misogynes par certains aspects. Quand on écoute Ruquier, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, mais qui sont moins dans cette atmosphère familiale et un peu enfermante, qui sont aussi pour la plupart, pour tous les trois d'ailleurs, gays, alors que ce soit dit ou pas sur le plateau d'ailleurs, ou que ce soit dit publiquement. Maintenant, les trois sont ouvertement, l'ont dit ouvertement, ont fait ouvertement leur coming out. Mais bon, tout cela va instaurer en fait des formes de flou, à la fois autour de la question du genre, de la masculinité, mais aussi des formes d'animation un peu plus mixte. Les émissions de Ruquier ont mobilisé, notamment celle de 19-20 heures, on a tout essayé, ont mobilisé beaucoup on va dire de panels de chroniqueurs, chroniqueuses, donc plutôt mixtes. Donc tout ça crée des conditions, on va dire, un peu plus favorables pour l'émergence de ces humoristes femmes. Alors pour en venir à la question des stratégies, si on peut parler de stratégie, pour ma part, je parlerais plutôt de stratégies quasiment esthétiques, formelles. Elles sont au nombre de deux. Pendant les années 90, et on en trouve les traces jusque dans les années 2000, l'une des manières d'amener finalement dans l'espace public des questionnements et des jeux sur les stéréotypes de genre et les stéréotypes de femmes notamment, c'est de proposer ce discours à travers des personnages qui, pour les humoristes, sont nécessairement dissociés d'elles-mêmes, donc de leur personnage intime et de leur personne intime. Un très bon exemple, c'est un exemple plus ancien, c'est Muriel Robin, qui au bout du compte sur scène propose une figure relativement androgyne, qui a un physique, on va dire, peu commun, qui est loin des normes de féminité de l'époque. En plus, on est dans les années 90, au moment où il y a plein de mannequins dans les magazines, enfin c'est un peu ce moment-là médiatique précisément. Et en l'occurrence, elle le fait en proposant sur scène des personnages qui sont sans doute travaillés par son propre corporalité, donc qu'elle incarne, qu'elle habite, mais en même temps qui ne sont jamais elles-mêmes.
elle, en tant que personne intime, n'est jamais dans ses spectacles. Et ce n'est que récemment, là pour le coup son tout dernier spectacle, Soin de Soin, qu'elle parle vraiment d'elle-même à la première personne et qu'elle raconte sa propre vie, son enfance. Ce qui est intéressant, c'est que ça a mis 20 ans pour qu'elle en parle finalement. On retrouve ces stratégies chez des humoristes comme Axel Lafont ou Julie Ferrier qui proposent des sketchs dans les années, sur les plateaux de télévision, ceux de Ruquier, ceux de Berne, de Stéphane Bern, 20h10 pétante, on n'est pas couché, et qui là vont proposer des personnages ou des figures hyperboliques de femmes. Alors Axel Lafont, c'est très intéressant, on ne sait pas où est-ce qu'elle est dans son personnage, elle arrive, elle s'identifie ou elle va elle-même se qualifier de pute, elle fait des blagues tout à fait où elle décloisonne complètement l'imaginaire de la bienséance féminine, alors avec quelque chose, une figure hyper sexualisée de femme en l'occurrence, donc qui est très ambivalente aussi dans son discours, mais qui en même temps va jouer sur une ambiguïté. Est-elle en train de parler en son moi propre ou est-elle en train de parler au nom d'un personnage scénique, donc est-elle en train de faire une performance? Et ce type de stratégie d'énonciation qui va jouer sur le flou, on se rend compte que finalement c'est sans doute une manière de porter, si vous voulez, de créer des ambiguïtés qui ne disent pas clairement un message, qui ne disent pas voilà un stéréotype qu'il faudrait contrer, mais qui en même temps met en scène ou met sur scène ou sur le plateau un jeu qui met mal à l'aise les invités parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de dérangeant, que cette figure hyper sexualisée comme celle que met en scène Axel Lafont est sans doute un truc pas très net, que rire de cette figure-là, c'est sans doute, surtout pour les intervenants ou les spectateurs masculins, c'est un peu gênant aussi. Donc on se rend bien compte que ça gêne et en même temps ça gêne de telle manière que ça puisse aussi rester dans cet espace commercial parce que finalement le discours n'est pas très net derrière non plus. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très ambiguës en réalité ici. Merci. Alors Claire, à ton tour, quelles sont les stratégies que tu as mises en œuvre pour créer et développer ton festival ? Alors, en fait, je développe 2 types de stratégies. D'une part, le choix des actions et la manière de communiquer sur ces actions qui est essentielle pour leur permettre de durer. Il s'agit en fait d'être stratégique aussi bien sur le fond que sur la forme, ce qui évidemment semblera évident. Mais quand on a compris que le sujet femme est toujours sensible, cela devient un enjeu majeur pour la survie du projet. J'ai créé le festival convaincue que les œuvres des compositrices méritaient mieux qu'une programmation intermittente et que pour se rendre réellement compte de ce qu'elles représentent au sein de l'histoire de la musique, pour évaluer leur nombre, apprécier leur valeur, comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter, il fallait se donner les moyens d'approfondir le sujet. Ce focus sur les compositrices a un double objectif, montrer qu'elles sont extrêmement nombreuses et, comme en écho, révéler leur absence au sein des programmations habituelles. En réunir plusieurs au sein d'une même édition permet en effet au public de se rendre compte qu'il y a une importante matière à exploiter. Durant des semaines, la presse en parle, cite leurs noms, leurs œuvres, et il devient donc difficile d'ignorer l'événement et son contenu. Nous programmons aussi des conférences dans le cadre du festival, conférences qui ont un caractère scientifique et pédagogique. Le caractère scientifique permet d'accentuer la crédibilité du projet, notamment auprès des partenaires institutionnels peu au fait du sujet et qui peuvent donc à juste titre s'interroger sur son intérêt. L'aspect pédagogique permet au public d'appréhender quelques-uns des enjeux de la création des femmes, en prenant par exemple connaissance des contextes dans lesquels elles ont évolué. Le choix de créer un concours est véritablement un choix stratégique. Il est destiné à de jeunes professionnels et son but est de les inciter à intégrer dès le début de leur carrière à leur répertoire habituel, celui des compositrices. Un prix est décerné par un jury de professionnels, mais nous avons créé aussi un prix du public qui, parce qu'il vote, s'approprie plus volontiers le contenu artistique de l'événement. Cette année, nous créons un prix des jeunes mélomanes, de manière à poursuivre le travail entamé auprès des scolaires et des jeunes du conservatoire. Nous souhaitons développer l'aspect diffusion de ce travail. J'ai fait le choix de n'engager que de jeunes artistes. Alors, ce n'est pas uniquement un choix financier, c'est aussi des jeunes artistes qui, en fait, acceptent de monter des programmes quasiment inconnus ou presque avec enthousiasme. Il est demandé un gros investissement à ces artistes qui, parfois, s'engagent eux-mêmes dans des recherches, ne serait-ce qu'en déchiffrant des partitions. L'important travail réalisé mériterait donc de pouvoir être diffusé, ce qui renforcerait aussi notre crédibilité auprès des élus de la région PACA. Alors j'ai évoqué la nécessaire réflexion sur la manière de communiquer.
j'ai pu remarquer durant ces quelques années combien la thématique de mon travail suscite des commentaires qui dépassent le cadre artistique et musical, ce qui n'aurait pas lieu d'être avec une programmation classique de compositeurs, mais suscite aussi des mises en garde et réactive parfois des peurs émanant d'hommes comme de femmes. Chez les femmes, il revient des remarques telles « Vous savez, je ne suis pas féministe. Je suis contre la féminisation des noms. J'estime que les femmes sont responsables de cette situation. Elles n'ont qu'à se bouger. » Ça date d'hier, une journaliste. Ce qui compte, c'est la compétence. Alors, je vis parfois difficilement ces remarques, car si elles ont l'avantage de m'inciter à la réflexion, elles diffèrent l'essentiel de ce que j'ai envie de faire passer. Et elles pervertissent d'emblée, avant même qu'il soit énoncé, le message qui est le mien, à savoir la recherche d'un équilibre et l'intérêt artistique d'un tel projet. Ces remarques sont le résultat d'une méconnaissance du sujet. Certains de mes interlocuteurs s'appuient sur la certitude que tout ce qui présente une valeur artistique a déjà été découvert. On est alors sur une affirmation du style « s'il y avait des génies méconnus, ça se saurait ». Et en filigrane transparaît le message « de toute façon, il n'y a pas de génie chez les femmes ». Et bien sûr, il était aussi supposé que je recherche le génie tel que ces personnes le conçoivent. Les personnes auxquelles je m'adresse sont très diverses. Parmi elles, des élus, des partenaires institutionnels, le public ou futur public du festival, autant de personnes qu'il faut arriver à convaincre. Alors avec ceux et celles qui sont ou seront les auditeurs des concerts et conférences, j'essaie d'établir un lien de confiance. Je propose des rencontres dans des lieux familiers, des librairies, des médiathèques. J'anime des ateliers d'écoute, de découverte d'œuvres de compositrices. On parle de la vie de ces compositrices, des petites conférences, des émissions radiophoniques locales. J'interviens aussi dans les classes d'histoire de la musique du conservatoire. En général, je dis quelques mots pour présenter les concerts et j'essaie de soigner les notes de programme. Les auditeurs ne connaissent pas le sujet. Ils ont besoin d'être aidés dans cette découverte. Je rencontre peu de contradicteurs, peut-être évitent-ils d'emblée ces moments d'ailleurs. Beaucoup ont envie de soutenir le projet et constituent donc une force capable de lutter éventuellement contre les arguments de mauvaise foi s'il y avait des détracteurs. Face aux élus ou partenaires culturels, les choses sont moins simples. Alors je n'ai pas le temps de véritablement développer, mais je n'hésite pas à dire qu'il est capital de soutenir un projet de ce type aussi étroitement en lien avec des préoccupations sociétales. Et j'ai remarqué que certaines personnes à responsabilité n'assument pas le fait de passer pour rétrograde. Je saisis donc cette chance. Je suis dans une recherche d'équilibre. Si aujourd'hui je programme principalement des compositrices, cela ne crée pas un déséquilibre. C'est simplement un juste retour des choses. Et ce focus a une raison d'être, comme je l'ai expliqué. Une raison à cela est aussi le nombre réduit d'actions que nous pouvons aujourd'hui financer. Il y a tant de noms et d'œuvres à faire découvrir que je n'ai aucune envie actuellement de laisser leur place aux compositeurs. Je dirais qu'il y en a quand même quelques-uns dans la programmation. En revanche, je tiens à ce que les interprètes que j'engage soient autant des femmes que des hommes. Cela n'aurait pour moi pas de sens que d'engager que des femmes. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième série de questions. Et d'abord pour Nelly, quels aspects de ces actions innovantes ou quelles initiatives ont été, à votre avis, porteuses des meilleurs résultats? Et quels ont été les retours ou comment analyser ces retours, puisqu'il s'agit là plutôt d'une observation? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de penser en termes de résultats. Je ne sais pas si j'utiliserai ce terme, mais plutôt de transformation suite à l'émergence de ces humoristes femmes, ou en tout cas qui peuvent être observées effectivement ou analysées quand on s'interroge sur cette montée en puissance, en tout cas cette montée de quelques humoristes femmes dans l'espace scénique de l'humour. D'une part, je pense que l'un des aspects très importants, c'est évidemment que l'émergence, par exemple, d'une figure un peu tutélaire comme est Florence Foresti aujourd'hui, est important, ou en tout cas a des conséquences sur les arènes que ça ouvre ensuite pour les jeunes humoristes et les jeunes comédiennes qui œuvrent, qui opèrent sur la scène des cafés-théâtres et sans doute aussi sur la scène télévisuelle. Alors on a vu à partir de ce moment-là, je pense que c'était déjà le cas, donc il aurait fallu peut-être voir il y a 10 ans qu'est-ce qui se passait sur la scène des cafés-théâtres, mais je ne faisais pas encore ce terrain à l'époque. En l'occurrence, ce qui est certain, c'est que pendant le temps que moi je faisais ce terrain-là, en 2006, 2007, et c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment il y a de plus en
plus de jeunes humoristes qui proposent des spectacles dans les cafés-théâtres parisiens en partie. C'est là que se concentrent la plupart des cafés-théâtres. On en connaît aussi qui ont commencé au café-théâtre et qui aujourd'hui deviennent des figures assez importantes, soit par le biais de séries télévisées comme Audrey Lamy, qui pour le coup est dans la série Scène de ménage et qui a commencé bien quelques années auparavant au café-théâtre avec un one-woman show. On pense à des gens aussi qui sont à la radio, je pense à Camille Chamou également. Toute une série d'humoristes finalement qui semblent aujourd'hui, d'une certaine manière, un petit peu bénéficier de ces arènes et de ces possibles, si vous voulez, qui ont été ouverts ou qui ont été un petit peu installés, institués par l'émergence de figures un peu tutélaires qui ont eu beaucoup de succès. Bon, après, il faudrait vraiment faire une étude auprès des professionnels et justement des études peut-être plus statistiques, voire même des entretiens avec ces humoristes pour savoir les freins qui se maintiennent, puisqu'il y en a encore sans doute, et le type de possibilités ou effectivement de représentativité de cette scène d'humoriste femme. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les médias grand public, on a vu notamment dans les matinales de radio pas mal d'humoristes femmes qui s'imposaient de plus en plus. Alors, on a vu le retour en force d'Anne Roumanoff sur Europe 1, qui aujourd'hui a une émission le samedi, qui a fait des matinales pendant les années 2007-2009. Et on a vu aussi Sophia Aram, par exemple, qui a tenu la matinale, la petite chronique matinale de France Inter jusqu'à l'année dernière. Donc là, pour moi, c'est un exemple typique, si vous voulez, d'une humoriste qui, d'une certaine manière, arrive là à la suite de plusieurs apparitions sur cette scène humoristique qui ont instauré le fait qu'être humoriste femme n'était pas si anormal. Alors, Sophia Aram, elle a pour particularité d'être en plus arabe, pour le coup. Donc, elle bénéficie ou elle vient vraiment comme un point un peu convergent à la fois de l'émergence d'humoristes femmes et d'humoristes issus des minorités ethno-raciales qui ont développé le stand-up depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 à peu près. Après, en termes de conséquences sur les publics, il va sans dire que sans doute que les publics, il faudrait faire une étude en réception pour pouvoir le dire plus précisément. Mais le fait que des humoristes femmes s'imposent et proposent justement des représentations sans doute nouvelles de la féminité, joue avec les frontières du masculin et du féminin, montre l'arbitraire des modes de catégorisation du genre aussi. Sans doute que chez les publics, ça crée de nouvelles ressources pour des constructions identitaires. D'une certaine manière, pour le dire de manière un peu plus théorique, on peut dire que ça s'adresse vraiment potentiellement à des publics ou à des contre-publics qui n'avaient pas nécessairement de ressources d'identification jusque-là dans le domaine de l'humour. Je voudrais simplement finir sur des touches peut-être un petit peu moins positives, parce que les résultats ne sont pas toujours, ou en tout cas ce qu'on peut dire aussi de ce qui se passe dans ces évolutions-là ou ces transformations-là qu'on peut analyser, ne sont pas toujours, ou ne font pas l'économie de phénomènes de backlash ou de retour, si vous voulez, un peu de bâton ou de conservatisme. L'un des exemples un peu malheureux, justement, c'est sans doute celui d'Anne Roumanoff, en l'occurrence, qui aujourd'hui s'impose comme l'une des humoristes femmes à part entière, qui a retrouvé une légitimité très forte depuis notamment qu'elle s'est mise aux commentaires d'actualité au moment de l'élection de Sarkozy en 2007. Et en réalité, ce qui est très ambivalent et ce qui est aussi à l'image de cette scène comique qui est en perpétuelle évolution, c'est que Roumanoff elle-même, dans son humour de commentaires d'actualité, va réutiliser des codes d'un humour masculin qui potentiellement sont très très misogynes. C'est certes, elle parle avec une voix féminine, si elle est à la radio par exemple, où elle met en scène un personnage a priori féminin, mais qui en réalité, quand on analyse son discours et son commentaire de la scène politique, réactive véritablement une image du pouvoir qui serait conditionnée ou qui est associée à la masculinité. Quand elle fait ses blagues sur Ségolène Royal pendant la campagne de 2007 ou 2008, elle fait clairement des blagues qui sont
complètement misogyne et qui réactive des stéréotypes féminins très, très classiques. C'est-à-dire, ça renvoie Ségolène Royal à une incompétence, ça renvoie Ségolène Royal à simplement des caractéristiques quasiment physiques. Donc, on est sur le stéréotype classique de la femme politique, d'une part incompétente, renvoyée uniquement à son genre, potentiellement hystérique également. Elle donne aussi l'image, par exemple, de Martine Aubry comme une sorte de pitbull complètement non désirable, ce qu'est le stéréotype porté par Guillon, par Canteloup aussi. Donc vraiment, on est ici dans une sorte de convergence des discours portés par cet humour d'actualité qui donc renvoie la féminité ou le féminin à l'incompétence, à l'exercice du pouvoir et qui par ailleurs valorise l'image, la virilité comme condition à l'exercice du pouvoir. Donc on va taper sur Hollande en 2007 parce qu'on le qualifie de fraise tagada, parce que d'une certaine manière, il ne renvoie pas à l'image d'une masculinité autoritaire, d'une virilité propre à l'exercice du pouvoir. Donc ici, c'est important parce que ça vient après Foresti, ça vient après ce jeu sur les catégories masculin-féminin, et on voit que c'est porté à la fois par des humoristes hommes, certes, mais aussi par une humoriste femme et d'autres aussi. Voilà, je finirai sur ça, sur cette touche peu positive, vous m'en excuserez. Alors, toujours dans le chapitre des bilans, Claire, donc quels aspects de tes actions innovantes et initiatives ont été les meilleures porteuses de résultats, et puis quels ont été les retours ? Alors, nous n'existons que depuis 3 années, ce qui ne représente pas encore une grosse expérience, mais nous avons quand même des résultats et des retours intéressants. Je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour d'abord me poser la question, quels seraient quelques-uns des résultats qu'on pourrait attendre d'une telle action ? Alors certainement permettre une connaissance des œuvres et des compositrices pour le grand public, mais aussi pour les musiciens en cours de formation, donner l'envie aux artistes de jouer et rejouer ce répertoire, donner envie au public de poursuivre cette découverte, susciter l'intérêt de structures culturelles qui accepteraient de programmer des compositrices. Un résultat serait aussi que par ricochet, le public de nos manifestations développe un intérêt pour d'autres créatrices dans d'autres domaines. Il est encore trop tôt pour savoir si une action plutôt qu'une autre, festival, concours ou intervention tout au long de l'année est ou sera porteuse des meilleurs résultats. J'ai aujourd'hui l'impression que c'est la totalité du concept qui intéresse. Ces divers aspects peuvent tenter des publics différents qui se rencontrent ou pas. Chaque festival a son public et un rapport affectif peut se créer entre les deux. C'est ce qui a été nettement ressenti pour la 3e édition, celle de 2013, qui a vu son public en augmentation avec des auditeurs qui ont suivi plusieurs concerts et plusieurs conférences, ce qui, sur l'agglomération toulonnaise, je le précise, n'est absolument pas une évidence. À Paris, on fait des heures de RER et de métro, mais à Toulon, dès qu'on prend sa voiture, ça ne va plus du tout. Donc ça, c'était un joli résultat. Le pari que nous faisons est pourtant audacieux puisque la programmation a pour objectif de créer et fédérer un public autour de compositrices et d'œuvres inconnues et d'artistes encore peu médiatisés. Les retours du public sont enthousiastes. Le mot « découverte » revient systématiquement et les personnes insistent sur le fait qu'il faut poursuivre cette découverte. L'un de ces témoignages est intéressant parce qu'il exprime une difficulté récurrente face à la perte de repères que provoque la découverte d'œuvres de femmes. Il s'agit là d'un témoignage de femme que je vais vous lire. « Je ne suis pas sûre de faire la différence des inspirations dites féminines, mais ce dont je suis certaine, c'est que c'était fabuleux et puissant. D'autres que moi sont sous le choc de telles découvertes. » Chez les artistes, la notion de découverte revient aussi beaucoup, mais on s'aperçoit qu'elle dépasse rapidement le cadre purement musical et génère une réflexion, presque une remise en question. Donc là, je vais vous citer 5 témoignages d'artistes. Merci de nous avoir permis ce beau voyage vers des contrées injustement peu explorées. J'ai pu découvrir une musique merveilleuse, un monde que je ne connaissais absolument pas et pourtant je suis une femme. Nous sommes heureuses d'avoir participé à ce festival audacieux et d'avoir découvert ces si belles œuvres que nous avons envie de redonner en concert. Merci pour l'opportunité de découvrir et faire découvrir un si vaste et si intéressant répertoire. Et la dernière, nous construisons une nouvelle appréciation de la femme qui, j'espère, se développera avec nos enfants. Ces remarques sont d'autant plus précieuses qu'il est essentiel que les artistes, tout en interprétant cette musique, aient conscience qu'ils font plus que la jouer, qu'ils contribuent à la reconnaissance d'un répertoire maltraité, continuant à ne pas exister pour certains ou à être considéré comme de la musique mineure. L'engagement des artistes ne peut donc pas être que musical. Un résultat qui n'était pas attendu, c'est le témoignage spontané de femmes qui se sentent portées par notre action.
Il y a les grandes créatrices, certes, mais il y a aussi toutes celles qui auraient pu l'être, même modestement, et que le quotidien a découragées. Celles-là témoignent d'une envie qui ressurgit, comme si leur élan initial n'attendait qu'une validation. Une envie qui redevient vivante quand elles entendent parler de création des femmes. Du côté des institutions, je dois dire que c'est plus compliqué et souvent moins gratifiant. Officiellement, la crise est une excellente raison pour ne pas engager de sommes d'argent importantes dans un pareil projet. Et puis tout au long de la crise, il y a aussi régulièrement des périodes électorales, ce qui est très pratique. Officieusement, la méconnaissance du sujet est telle qu'il est difficile de percevoir sa réelle valeur. Autre difficulté, son côté élitiste, puisque ce n'est pas en programmant des compositrices que l'on va remplir un zénith, ni même encore un opéra. Il m'est posé aussi la question de la pérennité de l'entreprise, puisqu'il est pensé que trop peu d'œuvres valables existent et que donc pareil festival ne saurait se justifier durant des années. Autre question, qu'ont-elles apporté à l'histoire de la musique ? Mes interlocuteurs ne sont pas forcément capables de définir ce qu'ont apporté à l'histoire de la musique les grands compositeurs qu'ils connaissent, mais il me faudrait être capable de justifier systématiquement l'apport des compositrices. Alors le bilan n'est pas négatif, le travail est reconnu et estimé, mais les sommes allouées sont dérisoires. La meilleure chance pour que ce projet puisse se développer sera qu'il soit nationalement soutenu. En 2013, il a plusieurs fois été question du festival sur le plan national, pour la première fois. Une émission France Musique, une invitation au colloque sur les compositrices organisée par l'Opéra Comique. Cette invitation, aujourd'hui aux Assises, une autre bientôt à la Coupole, et d'autres projets en cours, dont le renouvellement d'un partenariat avec Paris-Sorbonne. Tout ceci est un signe positif d'intérêt pour un festival encore très jeune, mais qui commence à être connu. Cependant, et là je vais rejoindre les commentaires de mai, il ne pourra jamais être véritablement question de résultats si des moyens conséquents ne nous sont pas apportés, et parmi ces moyens, un lieu qui pourrait accueillir l'intégralité du festival. Aujourd'hui, je porte le projet Présence féminine seule, sans possibilité de salarier une personne, avec simplement le soutien d'une équipe de bénévoles, sans bureau, en limitant au maximum chaque dépense. Et je dois chaque année recommencer à démarcher les structures culturelles locales pour qu'elles acceptent d'accueillir un concert, avec le risque qu'elles refusent. Alors voilà, ça, c'est très certainement un résultat. En tout cas, la preuve qu'avec peu, on peut faire beaucoup, mais jusqu'à quand ? Merci. Alors justement, je passe la parole à Mai. Donc sur les aspects qui ont été porteurs des meilleurs résultats, si on peut parler de résultats à l'heure actuelle, et surtout les retours. Je dirais que l'aspect le plus positif, c'est l'existence du mouvement HF déjà. C'est-à-dire un petit peu comme ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est très jeune, qui est né, disons, l'association Rhône-Alpes en 2008, nous en 2010, maintenant nous sommes 15 en 2013. Donc une expansion absolument phénoménale et en gros sur une aridité telle que forcément le secteur de la culture avait soif. Donc nous avons été très 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 rapidement, comme un petit peu ce dont vous témoignez, c'est-à-dire invités dans des instances importantes, entendus au Sénat, entendus au ministère, reçus, tout ça bénévolement. Tout ça au milieu de notre activité artistique. Nous avons pour l'instant une coordinatrice qui est embauchée jusqu'en février. Nous cherchons à pérenniser cet emploi. C'est le travail absolument fabuleux de bénévoles depuis 4 ans. Nous, à HF Île-de-France, disons que nous sommes 12 au conseil d'administration et on va dire vraiment une bonne douzaine à travailler, mais c'est un tiers-temps à l'heure actuelle. Et disons que cette action est absolument nécessaire. Elle répondait à un manque et on a eu de cesse que de faire des partenariats pour dire aidez-nous, c'est-à-dire on a renvoyé à la DRAC, on a renvoyé au ministère, on a renvoyé voilà, il faut que nous disparaissions d'une certaine manière. Enfin, de ce point de vue-là, il faut que les collectivités territoriales, les lieux de diffusion prennent en charge cette question. Nous ne pouvons pas le tenir. Enfin, voilà, dans notre activité professionnelle, nous ne pouvons, ou alors nous nous professionnaliserions, ce qui est encore une autre chose. Et pour l'instant, je dirais que l'association ne souhaite pas se professionnaliser. Voilà, ça c'est important. On a gardé aussi une des actions très positives, c'est-à-dire qu'on s'est mis très très loin de nos esthétiques. On s'est mis très très loin de dire nous allons faire de la pub pour les copines. Nous ne sommes pas voilà. Nous fédérons des gens d'esthétique absolument différentes. Nous sommes venus du spectacle vivant. Nous souhaitons absolument nous ouvrir. Nous sommes en train de nous ouvrir à la musique,
au cinéma, à la danse, enfin au spectacle vivant, la danse et la musique aussi, mais ce que je veux dire, enfin, on est venu plutôt du théâtre, on va dire, et on s'ouvre aux arts plastiques. Donc on attend des relais, on attend absolument et nécessairement des relais. Il faut savoir que ce qui a été très positif, c'est que cet été, il y a eu une polémique dont sans doute, si vous lisez un petit peu les journaux de culture, elle est devenue centrale, cette polémique. On a entendu des horreurs sexistes sur les terroristes. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y a à peine 4 ans, personne n'avait entendu parler de la question. À l'heure actuelle, que Mantovani dise des horreurs pareilles et qu'elles soient relayées dans les médias et scandaleuses, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ressortent. Elles sont dites. Avant, elles étaient dites en secret, pensées très fort. Elles étaient mises en acte dans le fait que les femmes ne soient pas programmées, ne soient pas financées. Maintenant, ça commence à être rendu visible. Donc ça, c'est très important. Très bien. Qui continue à dire des conneries? Nous, on est là, on attend. On dit, vous avez vu, voilà. Donc après, dans ces actions, on dirait que la saison égalité, pour moi, c'est une chose très importante. Le ministère s'était engagé à le poursuivre au niveau national. Va-t-il le faire? Nous sommes là, on est d'accord. On souhaiterait que le ministère puisse appuyer une saison nationale au niveau de l'audiovisuel parce que c'est des réseaux que nous n'avons pas et c'est des réseaux de puissance, de pouvoir. C'est-à-dire que tout à coup, quand l'Observatoire de l'égalité existe au sein du ministère de la Culture, ils peuvent faire venir les patrons du CSA, de Radio France. Ils font venir les chaînes. Du coup, le 8 mars, une semaine entière avait été consacrée aux femmes à France Télévisions. Ce ne sont pas les artistes qui ont ce pouvoir-là. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous pouvons avoir le pouvoir de nous mettre en mouvement. Ça, c'est l'autre aspect de l'association que je trouve très important. C'est comment HF a mis en mouvement quelque chose auprès des actrices de la culture. Et que sans cette mise en mouvement des actrices de la culture, rien ne peut se passer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une conversation avec Reine Pratt il y a quelques années qui m'a dit « Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, si vous faites rien, il ne se passera rien. » Voilà. Et ça m'avait piqué. Et du coup, je m'étais mise en mouvement. Bien sûr. La dernière chose aussi, je dirais que donc dans les retours, il me semble maintenant... Donc moi, ça a été mon grand choc puisque j'ai fait un chemin... c'est toujours le mythe de Sisyphe. On commence à zéro et on monte. Donc j'avais l'impression que nous commencions, que nous étions les premières et tout ça. Et puis au bout de quelques années de travail, bien sûr, en se formant par les discussions, on s'est aperçu que ce travail avait déjà été fait. Qu'il était sans cesse recommencé. Ça, c'est très inquiétant. C'est très étrange, on dirait. C'est comme les situations, quand on est scénariste, on sait que le scénario type du film d'horreur, c'est quand l'action n'avance pas. On est dans la pièce, et on est dans la pièce, et on est dans la pièce, et le monstre est là, et le monstre est là, et le monstre est là. Voilà, contrairement à un scénario qui avance, et donc ça va. Donc là, on est dans un scénario de film d'horreur typique. Nous avons des outils. Je pense que l'outil du matrimoine et de l'héritage est un outil fantastique. Et je trouve que votre festival est totalement intéressant, parce que non seulement il met en route les anciennes, mais il les met en vie, c'est-à-dire il leur redonne vie. Ce dont nous, on a une chercheuse qui travaille avec nous qui s'appelle Aurore Evin, qui fait un travail formidable. Elle a un site d'ailleurs que vous pouvez aller voir. Et Aurore dit beaucoup, c'est intéressant qu'elles soient dans les manuels, mais c'est intéressant qu'on les remonte aussi, qu'on les mette qu'on mette en œuvre, et peut-être que là on verra qu'est-ce qu'elles ont apporté dans leur esthétique, etc. Parce que pour l'instant on ne sait pas vraiment, puisque il faut les jouer pour qu'on sache ce qu'elles ont apporté précisément. Voilà. Dernière chose, je dirais, c'est que donc des relais du pouvoir, absolument, des relais puissants sont nécessaires, et puis un travail sur le grand public. C'est-à-dire que, bien entendu, j'ai l'impression... l'autre jour, j'étais contente parce qu'on est passé à France Inter à 19h pour le lancement de la saison égalité en Île-de-France. Donc, pour moi, ça, c'est un signe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand nous avions de la presse, c'était de la presse spécialisée. Et que je pense que tant que les Françaises et les Français ne se rendent pas compte qu'il y a ce problème dans tous les objets de représentation sociale qu'ils observent, il ne se passera rien. C'est-à-dire que la pression peut venir de leur part, sachant que ce sont à 60% des femmes qui fréquentent, par exemple, nos théâtres, nos institutions culturelles, tout ça. Ce sont des spectatrices. Donc là, je dirais qu'on a un grand travail à faire autour voilà, des amatrices, des spectatrices et des collectionneuses. Voilà. Merci. Et maintenant, Hélène, donc même chose, quels aspects de ces actions innovantes, quelles initiatives ont été
porteuse des meilleurs résultats? Alors, dans la foulée de mai, j'aurais pu insister sur la puissance de subversion politique des archives, notamment avec le projet Travelling féministe autour des fonds du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, mais c'est pas de ça dont je vais parler. Je vais en fait plutôt insister sur une autre dimension, mais qui est presque un préalable, c'est la question de la diffusion. Les pratiques vidéo dont j'ai parlé jusqu'à présent, finalement, cet usage de la vidéo au cœur des luttes, comme des tracts, comme on utiliserait la vidéo donc comme des tracts en haut-parleur, etc. Ça a été très important, mais il faut quand même resituer le fait que elles ont peu circulé. Elles ne pouvaient pas être projetées à l'époque dans les salles de cinéma, mais seulement sur de petits moniteurs, parce qu'il n'y avait pas de vidéoprojecteur évidemment. Et elles n'étaient pas non plus diffusées à la télévision. Donc la bande vidéo, par exemple, Miso vont en bateau que j'ai cité, elle a été vue par, on estime, 300 000 personnes en 5 ans, ce qui est absolument énorme, mais c'est une exception. En revanche, toujours dans les années 70, mais ça se prolonge aujourd'hui, il y a des initiatives innovantes sur le terrain de la diffusion sur lesquelles je veux insister, c'est les festivals de films de femmes. Et il y a Jackie Buet dans la salle. Ces festivals de films de femmes répondaient à un besoin, le besoin que les femmes avaient de se voir autres au cinéma. C'est-à-dire de trouver une identité individuelle et ou collective qui était jusqu'alors interdite à l'écran. Et le premier festival de films de femmes qui est créé en France, c'est le festival Musidora, qui se tient à Paris en avril 1974, qui voit le jour sous l'impulsion de quelques femmes, féministes et ou cinéphiles, qui sont révoltées par la quasi-invisibilité des femmes, et du cinéma des femmes au cinéma aussi, dans des postures non sexistes, et qui souhaitent promouvoir ce cinéma minoré, voire occulté, mais également, et ça c'est très important, et c'est là que va se situer finalement peut-être aussi un impact qu'on met rarement en évidence, c'est qu'elles vont aider professionnellement les femmes à s'affirmer dans l'industrie cinématographique. Car si les femmes n'ont jamais, bien sûr, été absentes des métiers du cinéma, elles restent cependant cantonnées à certaines fonctions. Et les femmes de Musidora déclarent, par exemple, en 1974, ils se réveillent. Il y a une petite chance qu'il reste calme jusqu'au bout, mais ça n'aura pas suffi. Donc les femmes de l'association Musidora expliquent en 1974 que finalement, elles sont cantonnées, les femmes, à des tâches subalternes. Dis donc, Romanou, tu me laisses terminer de parler ? Voilà, on y va cool, d'accord ? Elles vont rester cantonnées à des tâches subalternes. De brillantes secondes, ça c'est la citation des femmes de Musidora, des indispensables ménagères script, ménagères monteuses, etc. Donc, le festival Musidora, ça va être difficile là, le festival Musidora inaugure finalement une pratique d'action féministe, une manifestation en quelque sorte de libération pour les femmes dans et par le cinéma. Et le Festival international de films de femmes de Sceaux est créé, sa première édition en 1979. Il s'installera à Créteil en 1985 et il prend le relais de ces initiatives pionnières puisqu'il n'y aura qu'une édition du festival Musidora en 1974, alors que bien sûr le festival de Créteil se distingue par son inscription dans une double filiation, le mouvement féministe et le mouvement de l'action culturelle. Donc c'est un positionnement stratégique qui va lui assurer sa longévité jusqu'à aujourd'hui. Et ce sera évoqué le lundi 28, donc je développe évidemment pas cela. Je pense qu'il est important quand même de noter qu'aujourd'hui, d'autres festivals se sont créés et continuent avec des orientations politiques et artistiques qui ne sont pas les mêmes que celui de Créteil. Oh mon chaton. Et ces festivals, c'est évidemment le festival Cinéfable quand les lesbiennes se font du cinéma, qui est un festival réservé aux femmes créé en 1989 par un petit groupe de lesbiennes qui considèrent qu'il n'y a pas assez de place accordée aux films lesbiens au sein de Créteil, et ensuite le deuxième festival qui va se recréer dans les années 2000, c'est le festival Femmes en Résistance, qui lui-même considère que Cinéfable n'est pas assez politique. Donc il y a des distinctions. Je pense que toutes ces approches sont absolument, par ailleurs, complémentaires, mais c'est intéressant quand même de voir leur création et les phénomènes, évidemment, de réaction politique les uns par rapport aux autres. Donc tous ces festivals, pour moi, sont extrêmement importants. Ce sont à la base des outils tactiques dont finalement l'importance ne se dément pas.
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison de disparaître, quoi qu'on en dise, notamment pour le Festival de Créteil, mais Jackie aura l'occasion d'en parler, j'imagine, tout à l'heure. Évidemment, leur impact aujourd'hui et leur influence est extrêmement importante, et notamment, je pense que c'est important de le souligner, à une échelle internationale, puisque ce sont des festivals qui permettent aussi de faire sortir des cinématographies nationales, donc pas que des films français évidemment, qui n'auraient pas l'occasion d'être montrés autrement, et d'aider en retour la production. Donc la diffusion aide la production en retour.